Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 27 de Vivant, le processus de transformation avec Charlotte Sagorin-Collet. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où avec mon invitée Charlotte Sagorin-Collet, nous allons tenter de comprendre les processus psychologiques qui nous construisent et nous déconstruisent et qui font que nous ne sommes jamais la même personne. Que ce soit lors d'un deuil ou dans n'importe quel épisode de notre vie, à chaque seconde, nous ne sommes jamais la même personne. Nos pensées vont et viennent, se construisent et se déconstruisent, nous transforment et nous font évoluer jusqu'à sans doute trouver notre véritable chemin de vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Charlotte Sagorin-Collet. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Vivant. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. J'ai connu des heures sombres. Aujourd'hui, ça va. Merci beaucoup. Eh ben, super. Charlotte, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Charlotte Sagorin-Collet. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'aube naît du chant des oiseaux. Je suis par ailleurs psychanalyste. Je suis aussi une mère de 2 enfants, une fille de 25 ans et un fils de 21 ans. Je n'interviens pas ici en tant que psychanalyste, il faut qu'on soit un peu clair là-dessus parce que c'est plus un témoignage de femme. Et en même temps, je pense que c'est bien de dire qui je suis pour savoir d'où je parle. Voilà. Eh ben justement, d'où tu viens ? C'est quoi ton histoire ? C'est quoi ton parcours ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, comme je n'ai pas spécialement envie de raconter toute ma vie, je peux juste partir de ce pourquoi on s'est parlé, c'est-à-dire de ce que raconte mon livre, c'est la mort de mon mari, une mort brutale, ça s'est passé il y a 4 ans. Et qui a, on va dire, était une sorte de grand reset, comme je pense toutes les femmes et tous les hommes qui vivent ce genre de catastrophe, et qui, à partir de ce reset, devient une nouvelle aventure, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon déjà de vivre, d'abord dans la survie, puis ensuite, si possible, dans la vie. Et donc, c'est comme un nouveau paradigme, une nouvelle mise en perspective. Alors, avec probablement des étayages sur l'ancienne personnalité ou le vécu précédent, évidemment. Quelquefois des confirmations, mais aussi des moments où, et je pense que ça fait partie du processus, de ne pas se reconnaître et de, si possible, de lâcher l'ancien, c'est-à-dire, donc pas le souvenir, mais l'ancien, les anciens pans, les anciennes structures, les anciennes qualités, les anciens défauts, les anciennes névroses qui appartiennent au passé et qui, à travers le deuil, à travers les larmes, à travers tout ce processus, se délitent comme des vieilles peaux qui doivent partir pour accepter, enfin pour accueillir plutôt une nouvelle personnalité ou une nouvelle. En fait, c'est un peu comme, il y a des moments, je me suis rendu compte que c'est comme une. Alors, on parle de renaissance, bien sûr, que ce soit dans la littérature ou même dans la vie après un deuil, mais c'est bien sûr une renaissance à un moment donné. Mais j'ai pu voir même presque des processus, comme des processus infantiles en accéléré, qui ramènent, qui nous ramènent à la vie. Et c'est voilà,
c'est surtout de ça que j'avais envie de parler avec toi. C'est de tout ce processus et de ce que ça peut amener comme changement de regard sur soi, sur nos proches, sur la vie, sur tout ça. Ce processus, pour toi, tu l'as vécu comment? À quel moment, en fait, tu as pris conscience que, justement, il y avait une transformation vraiment qui s'opérait et que tu étais en train d'évoluer, de faire un reset, comme tu dis? C'est à partir de quand que ça a commencé? C'est difficile à dire parce que ça dépend. Quelle est la question? À partir de quel moment j'aurais pu voir ou j'aurais pu théoriser ça, et le moment où je l'ai vu et théorisé? Parce que il y a comme c'est un processus, il y a dans ce processus des choses qui meurent pendant que d'autres sont en train de renaître parce qu'elles sont déjà mortes avant, et d'autres qui ne sont pas encore mortes. Mhm. Et donc, il y a des émergences de choses nouvelles qui arrivent dans ce processus, et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Donc, je vais faire une petite synthèse. Je dirais que, en fait, je pourrais dire que c'est au moment où j'ai pu regarder ce qui m'arrivait avec une curiosité. Mhm. Une curiosité intellectuelle, une curiosité, oui, c'est ça. Comme si je regardais ce qui se passait, ces différentes émergences. D'un regard extérieur à toi. Un peu, alors sans être dans la dissociation, on parlerait plutôt de réflexivité, c'est-à-dire comme si il y avait une prise de distance sur les différents phénomènes, les différentes choses qui émergent, et cette curiosité. C'est-à-dire que Mhm. je crois que je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est probablement à ce moment-là où tout d'un coup, cette curiosité te montre presque d'ailleurs que tu es en train d'être curieux, donc ça veut dire que tu t'intéresses à quelque chose, ce qui n'était pas le cas pendant le grand reset et pendant le début de ce processus, euh, et qui te place dans un intérêt, donc un intérêt de toi, ce qui est nouveau par rapport au début du processus, et donc un intérêt pour la vie. Tu penses que c'est terminé? Je pense que c'est jamais terminé. Enfin, euh, je vois pas comment ça peut se terminer en fait, parce que on a tendance à penser que c'est une affaire d'un temps limité, le deuil. Mhm. On commence un jour par la mort de la personne, et puis à un moment donné, ça y est, c'est fini. Et en fait, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que ce dont on parle en général, c'est du processus du deuil au niveau de l'urgence, du traumatisme euh, que peut frapper, ça frappe, quoi. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'abord une catastrophe psychique avec des mécanismes de défense, enfin tout ça, le chagrin, la dévastation, ce qu'on vit, voilà, qui nous sortent de notre vie, qui nous qui ne nous permet plus d'avoir des désirs, des pensées propres, un élan vital. C'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à se rendre compte de ce que c'est. C'est un vrai raz-de-marée, quoi. Et puis, petit à petit, il y a, en faisant un pas après l'autre, le processus se met en route, et on a de temps en temps l'émergence de moments plus calmes, plus sereins, plus intéressants pour soi, etc. Et puis on replonge, et puis voilà, tout ça, c'est ce fameux processus qui n'est pas linéaire, euh, qui arrive, pour arriver jusqu'à un certain confort. Là, on peut dire que on va dire, le processus clinique, comme on l'entend souvent, quoi. Mhm. Mais le processus euh, comment dire, dévastation, déstructuration de la personnalité, on peut même presque penser de la dilution de l'ego à un moment donné, hein, je pense jusqu'à, c'est la question, mais je pense que c'est jusqu'à notre mort, puisque on passe notre temps à se transformer, on passe notre temps à
s'améliorer si possible, en tout cas à évoluer dans un sens ou un autre. C'est le sujet de l'impermanence aussi, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui naissent à l'intérieur de nous comme partout dans la nature. Donc c'est jamais fini. Je peux pas dire que je vois pas comment ça pourrait se terminer. Tu as parlé des choses qui naissent à l'intérieur de nous, qui bougent comme ça. Euh, Est-ce que toi, tu penses que c'est des choses qui... Comment elles viennent à nous, ces petites choses-là qui naissent, ces choses-là qui nous transforment, ces petites choses-là, on en a parlé ensemble en off dans les discussions qu'on a eues, justement, et je te partageais le fait que moi, j'étais en permanence depuis quelques mois maintenant, en sentiment de construction et déconstruction, en fait, où il y avait quelque chose de latent au fond, qui n'était pas encore remonté. Euh, tu l'expliques comment, enfin, quel mot tu aurais à dire par rapport à ça, si ça t'évoque quelque chose éventuellement? Alors ça, c'est le grand mystère. Demande-moi qui est Dieu. Tu vois, je On pense y que va. c'est le grand Qui mystère. est On peut Dieu? l'appeler l'inconscient. Alors Dieu, il est vachement sympa. Ah bah ça c'est sûr, il a Non, beaucoup d'humour. évidemment, c'est le grand mystère, mais c'est ça. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question. C'est de se poser la question et c'est d'explorer cette conscience. Qu'est-ce qui est de la conscience? Qu'est-ce qui est du corps? Qu'est-ce qui est de l'inconscient? Qu'est-ce qui est de l'énergie? Qu'est-ce qui est d'une énergie intrinsèque et d'une énergie universelle? On parlait de la nature. On n'est pas un être posé sur la nature. On est un élément de cette nature. Donc, on est régi par les mêmes lois. Mhm. Et ça, on le perd complètement d'ailleurs. On a complètement perdu de vue cette chose universelle. Je pense que c'est un peu ça qui se passe dans tout processus. Le processus de deuil, il est extrêmement dense, ce qui nous permet peut-être d'être un peu plus conscients parce que ça nous pète à la figure et que c'est pas le cas quand on est dans une routine et dans un train-train. C'est ça que ça fait la mort. Mhm. C'est que ça nous arrête. Ça nous arrête et ça nous débarrasse de toutes les choses un peu structurelles, habituelles, qui ne font pas partie enfin, qui font partie de quelque chose peut-être d'un peu figé, puisque ça nous remet dans l'ici, maintenant, dans l'impermanence, c'est-à-dire que tout naît et tout meurt pour tout naître et tout remourir. Enfin, c'est un cycle et qu'on peut voir évidemment à travers la nature, mais qu'on voit à travers la vie depuis toujours en fait. Sauf que dans la routine et une société plutôt matérialiste, même très matérialiste, on ne prend pas le temps de réfléchir à ça. On ne prend, puis c'est même pas réfléchir, on ne prend plus le temps de le vivre. On ne vit plus les saisons. On ne vit plus l'obscurité en tout cas, on n'a pas le mode de vie qui est en fonction de voilà, l'obscurité qui arrive à 5 heures en ce moment de l'après-midi. On ne vit plus au rythme des saisons, on vit plus, on est complètement, on a la tête dans le guidon. Et la mort arrive là et est une dévastation. On est obligé de faire attention à déjà tenir debout, puis être en observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour explorer, trouver des appuis, explorer les différentes pistes qui pourraient arriver, enfin émerger pour notre nouvelle vie. Et puis, et puis effectivement, cette émergence qui sont comme des fulgurances en fait, des fulgurances sur mais pourquoi on est là, qu'est-ce qui compte, quel est l'essentiel, ce sont les questions existentielles qu'on devrait tous se poser. Peut-être que si on se les posait plus, la société serait différente. Certainement, cette question-là me fascine depuis que je suis gosse, mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi. C'est assez curieux d'ailleurs. Enfin, Il y en a sans doute je de pense qu'il y plus a de en plus en plus. plus de gens. Oui, je pense. Et il y a effectivement un empêchement par et c'est très français, je crois, un entêtement au matérialisme
un entêtement. Ça devient irrationnel même. Euh, quand, quand tu commences à parler de choses qui sortent un peu de la matière, déjà l'inconscient c'est limite, hein, mais tu commences à parler de choses qui n'est pas en rapport avec, en tout cas visible. En fait, quand tu commences à parler de l'invisible, parce que quand tu parles de l'inconscient, tu parles déjà de l'invisible, et parfois même de l'inaudible ou de l'indicible. Et à partir du moment où tu commences à rentrer là-dedans et que tu questionnes le mystère, alors c'est vrai que c'est quand même, ça commence à changer, mais tu es très vite relégué au statut de barré, de charlatan, même pas de rêveur, c'est-à-dire que c'est ça devient très péjoratif à partir du moment où tu commences à parler de conscience, de signes, de questionnements sur qu'y a-t-il après la mort, et même la question du divin. C'est touchy en France. Je trouve que c'est touchy. Ouais, comment il s'appelle, François Tchang de l'Académie française, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle De l'âme. Et c'est une des choses qui est une correspondance entre lui en tant que sachant sur qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que l'âme, et une jeune femme, une jeune étudiante. Et c'est une des premières choses qu'il dit dans ce livre. C'est difficile de parler de l'âme. Ça commence déjà à devenir un peu embêtant d'utiliser ce terme. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres traditions, dans d'autres continents, c'est pas du tout, même encore aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et je pense pas qu'il y ait des milliards de scotchés, des milliards de stupides, parce qu'il y a quelque chose comme ça. À partir du moment où on commence à penser, on ne peut pas penser, on peut pas penser Dieu, on peut pas penser la conscience, on peut pas penser est-ce que le cerveau fabrique la conscience, ou est-ce qu'il capte quelque chose, une conscience, ou est-ce que, voilà, à partir du moment où on interroge le mystère, il y a bien souvent une montée de boucliers, parce que c'est des mécanismes de défense. De quoi on a peur? Je pense que c'est de la mort. Et que questionner ça, c'est questionner la mort, et que, en tout cas en France, je trouve qu'on est un peu blaireau quand même par rapport à ça. Le mot est posé. Parce que pour moi, c'est une déficience. Mais oui, c'est une déficience. C'est une vraie déficience. Moi, je trouve que c'est passionnant de penser, d'aller interroger la science même. Il y a de nombreux scientifiques dans les neurosciences qui commencent à se poser la question, et non seulement ça, mais qui font des études très sérieuses, alors beaucoup plus souvent dans d'autres pays européens comme en Belgique qu'en France, mais sur parce qu'on ne sait toujours pas en plus comment fonctionne le cerveau, hein. C'est-à-dire qu'on tacle l'idée de la conscience, de l'âme, etc. Mais par contre, on ne sait toujours pas comment fonctionne le cerveau. On sait que d'un neurone à un autre, il y a des dendrites et des canaux potassiques, et que l'information circule comme ça, comme un fil électrique. Mais d'où vient cette électricité? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Et comment cette électricité ou cette énergie devient une information, devient un mot, oui, mais tous ces mécanismes-là, on les connaît très très mal en fait. Tu vois, moi, c'est le chirurgien qui s'est occupé de mon mari après son accident de moto qui me le disait. On ne sait rien en fait. On ne sait rien du cerveau. C'est beaucoup trop compliqué comme organe. Ok. Tu vois, j'étais à Nantes il n'y a pas longtemps pour un festival qui s'appelait La mort si on en parlait, que Christophe expliquait pendant cette conférence. C'était une conférence uniquement dédiée à tout ce qui est vécu subjectif de contact avec les défunts, avec les EMI, avec les expériences de mort imminente. Et dans cette conférence, en fait, il demandait l'attention de la salle sur le fait que, bon, en tant que psychiatre, il allait parler de ça, et qu'il
n'affirmait rien. Simplement, il questionnait, puisqu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a de nombreuses études scientifiques, notamment dans d'autres pays et notamment aux États-Unis, qui montrent, en tout cas, ou qui interrogent le fait que la conscience ne soit pas physiquement présente effectivement dans notre cerveau. On parlerait de conscience non localisée, et du coup que notre cerveau ne serait qu'une antenne finalement capable de réceptionner différentes informations, etc., etc. Je trouve ça hyper, tu vois, hyper intéressant. Et pour mon expérience, en tout cas perso, les auditeurs de Vivant le savent, mais lors d'un épisode précédent où j'étais avec une médium qui s'appelle Julie Louis, et on était parti pour enregistrer un podcast, et au final, ça s'est un petit peu transformé en papy-mamie qui viennent dire bonjour à son petit-fils alors qu'ils sont plus là depuis quelques années, et que j'arrive à percevoir moi-même ça, et à écrire des choses liées à ça, alors que c'était pas forcément prédestiné et que depuis ça n'arrête pas. Ça interroge. J'affirme rien, et même avec ça, j'affirme rien. Et je souhaite pas, valider quelque chose en disant c'est la vérité absolue, parce que comme le cerveau, effectivement, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait qu'il y a des mécanismes de pensée qui font que dès que tu as une information, tu vas chercher à la confirmer et chercher en permanence à te conforter dans une croyance qui n'est qu'une perception finalement. Et je trouvais ça, en tout cas, cette conférence-là, hyper intéressante, en tout cas hyper inspirante de se dire, putain, merde, un psychiatre ose en parler. Non, non, mais ça vient parce que il y a un moment donné, ça devient plus difficile de lutter contre une hypothèse plutôt que d'essayer de s'en emparer et de la vérifier. Donc, évidemment, ça va lâcher. Mais je trouve qu'on perd beaucoup de temps parce que je trouve que c'est pas rationnel et que ce n'est pas honorer la science de balayer d'un revers de main. En plus alors si on parle des contacts subjectifs, ne pas. Alors, il y en a qui s'en sont emparés, et puis il y a eu des études très sérieuses de fait là-dessus, hein, mais pas suffisamment, en tout cas en rapport avec la conscience, et puis pas suffisamment à mon goût relayé sur, voilà, sur la population, les gens qui ont besoin de réponses. Mais balayer des milliers, des millions de témoignages, je trouve ça d'abord anti-scientifique. Et je trouve ça insultant. Ça voudrait dire qu'on est des millions et des millions de, je sais pas quoi, de menteurs ou de fragiles. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est souvent, on entend souvent il ou elle s'est raccroché à ça. Mais par exemple, en ce qui me concerne, je ne me suis pas raccrochée, j'étais totalement à l'ouest et totalement, comment dire, concentrée à ce qui se passait physiquement pour moi, à ce qui se passait émotionnellement, à ce qui se passait vraiment, même matériellement, parce que c'est aussi ça, hein, quand on perd quelqu'un. J'étais suffisamment occupée à ça pour me soucier de ce qui se passait dans l'au-delà. Et moi, ça m'est tombé dessus. Et je suis ni hallucinée, je suis en parfaite santé psychique, malgré la mort, parce que ça devient un tabou. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est-à-dire qu'on devient dingue, en fait. Et oui, donc non seulement j'assume, même si j'ai pas envie de décrire, etc., mais j'assume d'avoir reçu des signes très clairs, hein, et je ne suis pas la seule en plus dans mon environnement. Hein. Donc je l'assume complètement. Et qu'on me croie hallucinée ou folle, ça m'est complètement égal en fait. Ça m'est égal. Mais je trouve ça dommage
qu'on se saisisse pas, parce qu'en plus, c'est finalement quoi? C'est finalement qui ne s'en saisit pas? C'est d'abord le milieu scientifique, d'accord. Bon, ils ont peut-être autre chose à faire aussi. Je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas obligé Oui, de faire que ça, mais c'est pas il y a comme s'il y avait une crise climatique aussi et d'autres choses. voilà, c'est ça, c'est plus urgent. Mais même aussi la presse. Quand on voit comment Happy End a essayé de mettre en place un journal Mortem, un magazine, hein, et que voilà, sur un plan, il n'y a pas de modèle économique, il y a un vrai tabou, quoi. Et donc sur un plan médiatique, c'est pareil. Et c'est dommage parce que ça apporte d'abord de l'éclairage, et puis je trouve ça passionnant, quoi. C'est quand même notre boulot d'humain de chercher à comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va être le néant après, ou est-ce qu'il y a quelque chose, et quoi. Moi, ça me rassure pas spécialement, hein, parce que si jamais il y a quelque chose derrière, Ça a alors que intérêt d'être vachement bien. bah, peut-être ce sera vachement bien, mais peut-être ce sera encore plus difficile. Non, ce sera pas encore plus difficile, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, c'est pour moi, moi, je me raccroche pas à ça. Je n'ai pas l'impression de me raccrocher à ça. C'est pas pour ça que j'ai peur ou pas peur de la mort. C'est pas la question en tout cas. C'est pas la question. Je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et que on s'y intéresse pas. Moi, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est quand même notre boulot d'humain de savoir qui on est, quoi. Après, bon, voilà, je vais pas, euh, je vais pas révolutionner les systèmes de croyance. Non, Pourtant, pas toi toute seule en tout cas. non, non, non. J'ai l'impression que tout, tu vois, tout est lié. On prend aussi, tu vois, on peut prendre aussi j'avais également pas mal regardé de conférences il y a quelques années sur la physique quantique, qui est un sujet qui a l'air vachement chiant comme ça, mais quand tu t'y intéresses 2 secondes, c'est passionnant. Bah ok, la physique quantique, donc la science de l'infiniment, infiniment, infiniment petit, arrive à démontrer que une énergie quelconque, en tout cas quelque chose de microscopique, arrive à traverser des éléments, arrive à voyager à la vitesse de la lumière, etc. Quand tu lis des livres sur l'énergétique, bah, y a un petit peu ça aussi, ce côté, voilà, l'énergie, il faut la visualiser quelque part pour l'impulser et la transmettre. Euh, et moi, c'est un peu la sensation que j'ai avec mes contacts avec les gens d'à côté ou de là-haut, je sais pas où ils sont, mais ils sont pas loin. Il suffit en fait que je pense finalement à eux, ou des fois quand j'enregistre des podcasts, tu vois, j'arrive à ressentir l'énergie d'une personne dont on est en train de parler. Et des fois, cette personne-là se manifeste. Je pense que vous n'étiez pas préparé à ça, vous qui nous écoutiez. Mais parce que j'avais pas tout dit lors de l'épisode de la médium, si tu veux, c'était vraiment suggéré. Mais tu vois, j'ai l'impression que voilà, tout est lié. Alors, je peux dire que j'en sais rien. Bah, Je moi peux dire que aussi. j'en sais absolument rien, que j'ai pas. J'aimerais bien avoir une espèce de double vue, et voir le champ quantique et voir exactement comment ça marche. Et j'adorerais ça. J'adorerais ça. Moi, pour le moment, je peux juste utiliser la seule chose que j'ai, c'est-à-dire mon intuition pour Hmm. répondre à ta question. C'était pas vraiment une D'ailleurs, question, avoir c'était une plus un question d'ailleurs. partage de. Ouais, 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 ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi, et je pense que un jour la science le prouvera. Euh, on n'en est pas encore là, mais ça viendra. Mhm. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une accélération, euh, même si j'ai passé 10 minutes à dire que c'était pas assez et qu'il fallait s'en emparer, etc. Je crois quand même qu'il y a, quoi qu'il arrive, une sorte d'accélération, de questionnement, de conscience et de questionnement sur ces questions-là. Mhm. Euh, donc, il y a forcément à un moment donné des découvertes qui seront faites, des révélations, euh, scientifiquement, hein, j'entends. Hein, Oui, j'ai compris. je parle pas de médiumnité, je parle de science. Mhm. La science, à un moment donné, va ouvrir ça. En tout cas, merci beaucoup Charlotte pour la qualité de ton partage et de cet échange. D'Ivoire, est-ce que tu aurais des livres ou des ressources, enfin voilà, des choses qui toi que tu as aimé lire, que tu as aimé
que tu aimerais partager en tout cas à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent? Alors, oui, heu, j'en parle dans mon livre, c'est le bouquin de Joyce Carol Oates Mmh. qui s'appelle, «Je suis restée vivante», qui est, le parcours, de Joyce Carol Oates, qui est une écrivaine américaine, hein, au moment où elle a perdu son mari. Ça faisait 47 ans qu'ils vivaient ensemble. Et pareil, il est mort brutalement. Et je crois que c'est les 6 premiers mois, enfin, sa mort et les 6 premiers mois. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis vraiment sentie. Alors, c'est un bouquin à lire quand vraiment on est en plein dans le processus. Euh, et c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup aidée parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver une sœur de malheur. Quelqu'un qui vivait, parce que c'est une des choses les plus inconfortables, hein, et les plus difficiles, c'est de se rendre compte. C'est pas imaginer, hein, c'est se rendre Mmh. compte, parce que je pense que c'est vraiment réel que les autres ne comprennent rien et ne savent pas du tout ce que l'on vit. Ce qui crée vraiment un sentiment de solitude, et de décalage, etc. Et le fait de retrouver, moi, j'ai vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver cette femme tous les soirs, même si dans les premiers temps, on est tellement épuisé que lire, c'est compliqué, donc pas longtemps, mais je la lisais un petit peu chaque soir, et ça me faisait du bien de retrouver cette sœur, voilà, quelqu'un qui pouvait comprendre, et qui était comme oui, un miroir de ce qu'on vivait, alors qu'on a l'impression que personne ne peut comprendre. C'est très, très porteur, je trouve. Ça, c'est vraiment sur un plan émotionnel. Après, sur le sujet de la mort, on va dire sur un plan plus spirituel, c'est-à-dire la quête de sens. Mmh. On disait tout à l'heure, c'est-à-dire le questionnement de qu'est-ce que c'est que la conscience, qui sommes-nous, est-ce qu'on est des âmes incarnées, ou un corps avec un esprit, mécaniquement, biologiquement, plus ou moins inspiré. Mmh. Il y a les, des livres, moi, qui m'ont aidé, comme alors, il y a La mort n'est pas une terre étrangère, de Stéphane Alix, qui est Mmh. un vieux bouquin, hein, c'est pas dans les récents, où il parle justement de la mort de son frère, et toute cette quête à travers les médiums, les bouddhistes et les chamans d'Amérique du Sud. Ça, je trouve que c'est assez ouvrant sur ces questions-là. Moi, les livres de Corinne Sambrin aussi m'ont beaucoup apporté. Euh, Elle vient de là aussi, hein, d'une certaine Mmh. manière. C'est à la mort de sa compagne que tout s'est déclenché, et pour elle. Il y a probablement, d'ailleurs, c'est pas ce qu'elle dit, hein, du tout, mais je me demande s'il n'y a pas. Il y a vraiment un lien quand même entre la mort d'un être cher et l'ouverture d'une certaine, oui, alors spiritualité bien sûr, mais surtout j'allais dire, de canaux qui se débouchent, hein. Pardon, c'est un peu trivial comme expression, mais d'ouverture de conscience, mais d'ouverture de perception, d'ouverture de. Et Corinne Sambrin, je trouve qu'elle est assez. Je trouve qu'elle porte bien cette parole-là, pas Mmh. forcément en fonction du deuil, mais en fonction de cette ouverture de perception, cette ouverture, tout ce qui est en lien avec la transe. Moi, je pense que la transe, c'est la psychothérapie de demain. Enfin, en tout cas, ce sera un outil. Ouais. C'est pour moi évident. Toute forme de transe, hein, la transe hypnotique, la transe méditative, toute forme de transe. Euh, qui permet de faire un voyage à l'intérieur, si possible. Et puis évidemment du docteur Charbonnier,
sur le questionnement de la vie après la mort, tout ça, parce que c'est aussi réconfortant quand ça vient toquer, quand ça vient résonner, qu'on a cette intuition et puis ou qu'on a eu des signes, etc., et que ça vient résonner quand quelqu'un écrit des livres sur ces questionnements-là. Il y a des choses qui viennent résonner et qui viennent nourrir, en fait. Et déjà, c'est réconfortant. Sur les signes, il y a les livres de Evelyne Elsasser, qui est comme Quand les défunts viennent à nous, par exemple. Okay. Et puis, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Eh ben, c'est très bien. Si c'est à peu près tout, c'est très bien. Et alors sinon, il y a quand même un colloque qu'on peut peut-être citer, le colloque qui s'appelle « Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience », qui se passe à Liège. Moi, c'est la 2e édition, je l'avais été à la première édition en 2019, en mars 2019, et c'est hyper bien fait. D'abord, les invités sont vraiment prestigieux, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé sur la question, ou des neuroscientifiques, ou des philosophes. C'est très, très riche et très sérieux, sans être grave, avec une petite connotation belge, c'est-à-dire ça peut être joyeux. La conscience, la connaissance, le savoir peut être joyeux et c'est très agréable. Voilà. Donc, je sais que c'est en mars 2022, s'il y a des gens que ça intéresse. C'est vraiment un colloque sur 2 jours, très très chouette. Eh ben, je note, je suis le premier intéressé, tu penses bien. Oui. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Voilà, à toi de jouer, carte blanche. Le mot de la fin, c'est que si on peut faire un peu bouger les lignes sur la mort, en l'explorant, en se questionnant, ça nous permettrait, pas aux endeuillés, à tous les vivants, d'être beaucoup plus joyeux, consciencieux et conscients, à honorer la vie, parce que c'est pas que un drame. Bien sûr, c'est un drame. Bien sûr, c'est une catastrophe. C'est cataclysmique. Mais c'est aussi une aventure qui coûte, c'est vrai, mais qui nous met vraiment à l'endroit de la vie, à l'endroit de l'urgence à savourer. Je ne dis pas l'urgence à vivre, qui est une étape aussi, mais l'urgence à savourer la vie. Voilà, c'est pour ça que je tente de faire entendre cette voix-là. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, parler de la mort, finalement, c'est avant tout parler de la vie, du coup. On est d'accord. Exactement. Bon. Merci à toi. Merci à toi, Charlotte, pour ce bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, si vous n'avez pas lu le livre de Charlotte, il est magnifique. Moi, je l'ai lu en 1 heure. Et tu décris vraiment très, très bien tout ce que tu as vécu. Pas dans le pathos, mais avec une belle énergie. Donc, c'était très, très agréable à lire, en tout cas. Puis très agréable d'avoir partagé ce moment avec toi. Donc, merci beaucoup. Prends soin de toi. Un grand merci. Ouais, et à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Ouais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Normalement, il ne reste que quelques jours pour participer à la campagne de financement participatif pour donner vie à la saison 3 de Vivant et faire en sorte de continuer ensemble cette aventure. Donc rendez-vous sur la page Ulule de Vivant Podcast. Encore un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant chaque jour. Donc ça me fait énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, prenez soin de vous.